vigneron du département en 1905. Depuis, elle n'a pas connu trop de dommages. Et aujourd'hui, c'est donc le sénateur Cagé qui va s'attaquer à la lecture d'un texte qui la concerne. Voilà. Ensuite, on aura Père Manzanares qui lira un texte en catalan, écrit par Henri, mais qui avait été traduit pour un ouvrage sur le traité des Pyrénées. Et ensuite, Mireille, notre collaboratrice. À qui on passe un deuxième? D'accord, Père finir en catalan. Donc on commence avec le sénateur Cagé. Il faut... Il y a des trucs, ça marche. Oui, c'est un texte donc qui est extrait de Crest et Romagny. Pour ceux qui ont le bouquin, c'est la page 242 à 243. Alors, vous le verrez, c'est vraiment au second degré, puisqu'il s'agit du fameux épisode qu'ont vécu beaucoup d'entre nous, qui est resté dans les mémoires catalanes, du préfet Bonnet, qui donc a par exemple envoyé dans toutes les communes à l'époque une lettre nous interdisant de délibérer en catalan, de parler en catalan, enfin, il y avait, voilà, et nous rappelant que le français était la seule langue que nous pouvions utiliser, et qui a donc donné lieu, à la suite d'autres événements, à une très grande sardane entourant plus de 5000, comme le décrit Henri dans son livre, plus de 5000 personnes autour de la préfecture, et donc c'est un regard, disons, au second degré que je vais vous dire sur les représentants de l'État. Le représentant de l'État est enfoncé ce matin dans un fauteuil chipendal d'un des salons de l'hôtel particulier du quai Sadi Carnot à Perpignan. Il est la voix et la main du ministre de l'Intérieur. Il est le gardien en roussillon de la flamme et de l'orthodoxie française. Il a des soucis que le paisible et majestueux balancement des palmiers des jardins de la préfecture ne parvient pas à chasser. Il a lu Gibbon, connaît sur le bout des doigts son histoire de l'Empire romain, de sa grandeur et de son déclin. Il sait qu'il est lui aussi un de ces proconsuls des marches de l'Empire, chargé d'étouffer les derniers rites barbares, d'accélérer la normalisation d'une tribu conquise et d'édifier sur ses cendres culturelles les voies d'un mercantilisme triomphant. Il sait encore qu'un proconsul doit être plus consul qu'un consul et que rien ne lui sera pardonné s'il n'accomplit pas sa tâche en grand serviteur de l'État, docile à Paris, inflexible à Perpignan, et il en souffre, car il s'est pris à aimer ce pays avec passion, comme seul un transplanté peut le faire. Il l'aime, il doit le réduire, il en est déchiré. Et tous les matins, avant que le grand vent du travail, des visites, du téléphone, des signatures, des décisions ne le submerge, il ne cesse d'agiter au fond de son fauteuil les plus sombres pensées. Qu'il s'endorme ou qu'il s'éveille, l'idée de sa maudite tâche ne l'abandonne jamais. Il sait qu'il doit éradiquer dans ce pays toute référence à une histoire, une langue et une culture différente, éliminant ainsi les seuls atouts qui pourraient contribuer à son renouveau. Funeste mission. Lui, un homme de savoir, si attentif au sort des Indiens d'Amazonie, des derniers survivants des canaux de Patagonie, lui, si curieux de taoïsme, d'animi, lui, séduit par le Dalai Lama et la résistance du Tibet, lui, applaudissant à toutes les initiatives mondiales pour sauver une langue, une race, un art de vivre, lui, un homme de culture, artisan de la destruction de l'une d'entre elles. Donc la suite. Tout à côté, dans l'hôtel du département, qui s'appelle l'unité de cire, des faces rubicondes et disantes dorment, rebues d'admiration pour eux-mêmes, pour leur ruse, leur habileté, grotesque mazarin de province soumise, rochards ronronnant, le poil lustré par les caresses du pouvoir parisien,
me montrant leur griffe au seul danger de la catalanité. Il les reçoit les uns après les autres, en quête de leur certificat de bonne francitude, leur susurre à l'oreille n'importe quelle confidence qui parvenue d'en haut, et les voit ressortir, importants et dignes, loin de l'huile du centralisme, satisfaits d'un mot, d'une lettre qu'un ministre ou un haut fonctionnaire a concédé à leur servilité, et dire qu'ils sont venus s'installer ici, sous son aile, eux, des élus, à la vue de l'exécutif, sous l'ancienne rassurante de la matraque des CRS, serrés frileusement contre les murs de la préfecture. Quelle dérision lorsqu'ils sont rachetés pour cela l'hôtellerie du roi Sanche. S'est-il retourné dans sa tombe second roi? Ils y font leur cuisine indigeste et remplissent leur pot de vin. Ils vident avec difficulté leur bourse ratatinée de vieillards cacochis dans la bouche épeurée de stagiaires soumises et payées par l'État. Allez-y les gars, bon appétit messieurs, le roi est mort, c'est désormais la République qui régale. Une fois cependant, il a cru toucher à son but. Il se souvient encore, avec émotion, de la gigantesque sardane dansée en signe de protestation sous les balcons de la préfecture. Plus de 5000 participants. Ce peuple bougeait enfin, ce peuple chantait, il dansait, il jouait, il revivait. Quelle immense joie il avait eu alors. Caché derrière ses grands rideaux blancs, son cœur sautait dans la poitrine. Quel plaisir il aurait eu à recevoir sa délégation dans son bureau, à leur dire ses espoirs et le destin qui s'ouvrait désormais devant eux. Mais il aurait préféré envoyer son chef de cabinet, un de ces jeunes diplômés, hormonés par l'ENA, dopés par les renseignements généraux, enivrés par le fumée des immenses pouvoirs que lui vaudront ses mérites, son cynisme et son mépris condescendant des citoyens, le cœur sec, les dents acérées, n'atteignant l'orgasme que dans le vagin chaud de Marianne et de ses valeurs. Ah, méfiez-vous les enfants, lorsqu'on vous parle de valeurs, votre compte est bon. Les coups de bâton ne tarderont pas à pleuvoir sous l'horrible frondaison des drapeaux ensanglantés. Merci. Je peux redire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas un texte qu'on a voulu traduire en catalan pour qu'il y ait un texte en catalan, mais un texte qu'Henri a voulu en catalan. Même s'il n'écrit pas en catalan, c'est quelque chose qui a été traduit. Donc, per Manzanares, l'obligation. Sí. Aquest text ens el va donar l'Henri, va ser traduït al català i va integrar un recull de novel·les que se'n diu Friccions al Pirineu, es pot també llegir Ficcions al Pirineu, per marcar d'una pedra negra els 350 anys del Tractat dels Pirineus, doncs l'any 2009. Lluís XIV era el rei sol només per la gràcia del seu cul. Es van servir ous mimosa. Entrarem en un debat sobre el Tractat dels Pirineus, com vaig dir. L'idea no era incòngrua. El meu diari acabava de publicar, al matí, un article important sobre el 350è aniversari del Tractat dels Pirineus. El tema era d'actualitat. Per aprofitar l'eloqüència de l'advocat, vaig llançar: aquest 14 és malgrat tot un individu nefast. Els reis eren tan comuns en aquests temps que en tenia l'obligació d'enumerar-los. S'ha apoderat del Rosselló, de Cerdanya, del Vallespí, del Conflent i del Capcir, amb la confraria d'en Gruller, un poc com si d'un àpat, el paio que és abans de tu, dispès de tot i volta, llançant una mirada triomfant tot el formatge que era. Per altra banda, és el que passava als ous mimosa, dels quals només vaig poder recollir un únic exemplar macat i malament flanc. Tenia el sentiment que se podia aconseguir més encara, de ponx-ponx, i de la seva capacitat de revisitar la història a la seva manera. Calia que tots els plegats sacsegéssim aquesta assemblea i aquest paio.
que tenia algunes conviccions regionalistes i podia ajudar-me. El percentatge de simpatitzants catalanistes al voltant de la taula devia apropar-se al dels militants NPA a Neuilly-sur-Seine. Potser n'hi havia, fins i tot, però a la cuina, amb els ajudants del servei, si no, eren amb bonia jacobina de pedra picada. No solament jacobina, sinó cortesana. Me recordava haver vist moltes d'aquestes cares que m'envoltaven en les fotografies presentades en el diari cada any, en motiu del Sarral Prefectoral de Cap d'Any, on una colla de gent que compten pel departament és l'expressió utilitzada pel diari, com si hi hagués gent que no comptava. Rinxolats, planxats, perfumats, reblanquits de fransitud i amb roba interior ben neta. Anaven a sotmetre's a un empleat del Ministeri de l'Interior allotjat, Moral Sadi-Carnot, on, sota del braç armat de França, entre les ales del poder, se'n passaven pastetes republicanes, rivalitzant de servilisme i provant de dissimular el seu desgraciat origen català. Per aquests individus, el Tractat dels Pirineus era una divina sorpresa. Per tant, no volia de cap manera deixar-los adormir-se en les noves frustracions de la submissió colonial. No volia que aquest país segueixi fornint, amb el seu tàcit acord, una mà d'obra únicament formada per a fer girar les pales dels ventiladors de l'ocupant i que s'acostumi a aquesta indignitat de reclamar sempre més ajuts financers i mai més poder. Exacte! S'exclamà Ponx, i el seu braçalet projectà un llampec daurat sobre el seu bec i una tringadissa mineral sota el llamponer. El meu ou mimosa era lleugerament fecundat i el vi que l'acompanyava devia haver sojornat 2 o 3 mesos en el rebost massa calent d'una pizzeria abans de ser a la taula de la nostra anfitriona, adobat, vomitant els seus inexorables aromes esbravats i emplenant els nostres vots de la seva estructura herbàcia. Poc importa, el Tractat dels Pirineus té valia una purga. Si haguéssim estat francesos, la marsellesa hauria ressonat. Nous dirigeons vers la dernière étape. Je voulais juste vous dire que vous aurez la possibilité à la librairie de vous procurer tous les livres d'Henri qui sont disponibles, et même le Christ de Roumanie qui est devenu hors commerce et qui exceptionnellement est à la vente aujourd'hui. Donc vous avez tous les livres d'Henri qui sont à la vente à Torquatis. À Torquatis, on aura 2 lecteurs, ensuite 2 des 3 enfants d'Henri, et on terminera avec Simone et un petit texte qui s'appelle Épilogue. Et ensuite, la bière coulera à flot.